Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. Je m'appelle Xavier. Je m'appelle Romain. Et je m'appelle JC. Ce podcast est notre création pour les passionnés d'histoire. Retrouvez-nous sur notre site internet www.meropodcast.fr pour du contenu supplémentaire et n'hésitez pas à nous écrire à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode 2, nos cousins germains. Nous avons décidé pour ce podcast de commencer notre histoire des Francs et des Mérovingiens en remontant quelques siècles en arrière, à peu près 200 ans avant l'apparition officielle du mot franc dans les ouvrages romains. Les hommes, les cultures et les civilisations sont toujours nés quelque part, comme l'a bien compris Maximus le Forestier. Et si on ne fait pas le petit effort de fouiller les racines de notre histoire, nous risquons de passer à côté de pas mal de choses. Les ancêtres des Francs, que les Romains appelaient les Germains, nous sont connus avant même Jésus-Christ. C'est au travers des écrits de ces auteurs antiques que les premiers indices sur la vie des Germains, leurs croyances, leur culture, enfin que le peu que nous connaissons sur ce monde, a été documenté pour la première fois. Et en 98, un des plus célèbres auteurs latins, le sénateur Tacite, a écrit l'un des meilleurs traités d'ethnologie de l'Antiquité qui nous soit parvenu. La Germanie, c'est un classique de la littérature romaine. Et même truffé d'erreurs, de simplifications et de préjugés, c'est quand même un document incomparable. Découvrir qui étaient les Germains, c'est explorer une partie seulement, mais une partie importante, des racines culturelles de ceux qu'on appellera plus tard les Francs. Alors, attelons-nous un peu dans cet épisode pour voir ce que l'on trouve dans la Germanie de Tacite. Notre sénateur favori du début du règne de Trajan s'est mis à écrire en cette année 98. Autant qu'on puisse en juger, notre auteur n'a jamais visité la Germanie. Tacite est un fonctionnaire sérieux, mais il va faire un travail fouillé et carré. S'il faut être ethnographe de bureau plutôt que de terrain, autant s'inspirer des sources existantes. César, Pline l'Ancien, Strabon, Diodore de Sicile et Posidonios, tous les classiques vont être mis à contribution. Directement cités ou pas d'ailleurs. Tacite n'est pas le premier auteur de l'Antiquité à se pencher sur les peuples frontaliers de l'Empire. On peut dire que son travail est à mi-chemin entre l'érudition et les croyances ethnographiques. Il incorpore sans doute aussi des témoignages assez récents dans son œuvre. Par exemple, les derniers développements politiques outre-Rhin. Car la situation avec la Germanie n'est absolument pas stable, et Domitien lui-même a dû mener des campagnes militaires sur la frontière du Rhin quelques années auparavant. Autant de sources additionnelles qui peuvent utilement s'ajouter à son traité. Et non seulement on a affaire à un travail soigné, mais la Germanie est aussi un travail très structuré, une organisation à la romaine, où on classe les hommes et les tribus dans des catégories bien nettes, catégories réelles ou inventées, mais catégories quand même. Catégories qui vont permettre aux lecteurs romains de bien comprendre de quoi on parle vis-à-vis de leur propre référence qui est Rome. La religion, la guerre, le mariage, tout y passe, avec un rappel constant à l'étrangeté de ce monde. Mais au moins, le lecteur qui découvre cet ouvrage ressort avec l'idée qu'il a balayé à grands traits ce qu'est la vie d'un Germain, avec sur chaque aspect un descriptif saisissant de tout ce qui l'oppose à un Romain. Donc si on résume, le livre n'est sûrement pas une chronique palpitante ou un roman de plage. C'est plutôt les Germains pour les nuls du 1er siècle. Une note Wikipédia qui permet en quelques pages de saisir ce qui fait de ces peuples un ensemble cohérent. Bref, un traité utile pour n'importe quel Romain qui veut être informé sur la grande menace du Nord et en parler avec une certaine science pour briller en société. C'est à peu près ça. Pour rendre son traité cohérent et digeste, Tacite va bâtir deux grandes parties bien distinctes, deux gros morceaux de taille à peu près égale qui vont équilibrer le propos. D'abord, la vue panoramique, une grande première partie sur les mœurs des Germains en général, dans laquelle il va mettre en avant les qualités de bons sauvages qui les définissent tous. Loyaux, braves et sans artifice. Les belles qualités pures des Germains.
mais sans la force morale et la discipline pour créer de grandes choses durables que seul l'esprit civilisé du Romain peut accomplir. Tacite est un Romain quand même. Rien de grandiose ne va sortir des bois du nord de l'Europe. Et puis, dans une deuxième partie, Tacite veut rentrer dans le détail. Il va énumérer ces fameuses tribus germaniques, presque une par une, les proches et les plus lointaines, les unes après les autres. Et évidemment, avec un regard particulier sur celles qui longent le Rhin, vu que leur proximité donne une bien meilleure perspective aux Romains. Mais en filigrane, on réalise que notre auteur a un autre objectif plus important dans le fond que de faire le catalogue de tout ce qui se passe en Germanie. Bien sûr, son objectif affiché est de décrire à ses contemporains, en bon ethnographe, ce qu'il considère comme la plus grande menace pour l'Empire. C'est le fil conducteur de son ouvrage. Et avec un sujet pareil, tellement exotique, il sait qu'il va capter l'attention des lecteurs romains, que la grande menace germanique du Nord inquiète et fascine en même temps. Mais tout au fond, on l'a dit, Tacite utilise le sujet pour appeler les Romains à plus de vertu et à plus de combativité, mettre en valeur des mœurs plus dignes dont les Germains sont soi-disant les meilleurs représentants, et les montrer en exemple à Rome et à ses lecteurs. Super. Il va donc falloir décoder, en plus du biais culturel, la moralisation de l'auteur pendant qu'on lit la Germanie. C'est clair qu'on va pas faire ça sur la plage cet été, hein. La plupart des informations qu'il rapporte ne se comprennent que si l'on les confronte à la vision des Romains de l'époque sur leur propre société. Donc, si on ne pratique pas le prêt d'argent avec intérêt en Germanie, c'est que, sous-entendu, Rome est gangrénée par l'argent. Et si les femmes germaniques sont décentes et honnêtes, sous-entendu, les romaines sont un peu décadentes sur les bords. Ce genre de truc, quoi. Oui, à la réflexion, je comprends qu'encore de nos jours, on parte plutôt en vacances à Rome. Mais bon. Après, il est pas bête le Tacite. L'avantage d'aborder la thématique du tout fou le camp, en parlant de la Germanie, c'est bien sûr que Tacite ne prend pas beaucoup de risques. L'appel à la vertu est une bonne thématique. Ça ne peut que plaire à un empereur qui veut se démarquer de la corruption de Domitien. C'est bien ça? Sans aucun doute. Mais Tacite se retrouve tout de même face à un choix compliqué. Une vraie patate chaude. Un sujet qu'il ne peut pas complètement laisser de côté au vu de la thématique, sans être hors sujet, mais un sujet qu'il n'est pas si simple d'aborder frontalement. Car notre fonctionnaire, survivant des années noires de Domitien, n'en est sûrement pas arrivé là en faisant des choix inconsidérés, ou sans réfléchir aux conséquences de ses propos. La question de fond pour Tacite pourrait se résumer ainsi. C'est quoi la solution exactement au problème germanique? Parce que c'est bien joli d'exposer en long et en large le problème de la menace des barbares du Nord. Mais c'est difficile de faire seulement le constat sans tenter d'apporter une solution ou une piste pour traiter le danger qu'il décrit en long et en large dans l'ouvrage. Lui, le sénateur romain d'expérience, le fonctionnaire zélé qui a tout donné à l'Empire, peut difficilement sonner l'alarme sans proposer à ses contemporains et à son empereur une politique à mettre en œuvre. Car l'Empire romain fait face à un choix assez compliqué vis-à-vis de la Germanie, avec finalement que deux grandes options à ce stade. Deux options qui sont en débat depuis quasiment un siècle. Rome peut d'abord décider de continuer la politique de conquête et d'expansion, qui a permis à l'Empire de grandir sans discontinuer depuis plusieurs siècles. La Germanie est le territoire à absorber le plus facilement accessible, le plus proche et le plus peuplé au port de l'Empire. Il est peut-être temps d'aller mater les Germains pour de bon, avant qu'ils ne deviennent trop forts, et de continuer la mission civilisatrice et pacificatrice de Rome, comme César l'a fait en Gaule. Ou bien, deuxième option, on considère que l'Empire est déjà menacé par une extension difficile à contrôler, avec d'autres ennemis plus compliqués à gérer, notamment les Parthes à l'est. La Germanie, terre immense et sauvage, aux multiples tribus farouches et indépendantes, est un morceau trop gros à absorber. Face à des voisins si agressifs, il faut peut-être se contenter de monter une défense efficace, et pas plus. Et donc pour toi, Tacite hésite lui-même sur la conduite à tenir, et cette hésitation se reflète dans... Mais comment expliquerais-tu qu'il ne soit pas clair sur la bonne option? Est-ce vraiment sa mission de moraliste que de lancer des yaka faucons? Qu'en dis-tu, Xavier? Il semble que son expérience personnelle et son caractère l'incitent à peser le pour et le contre des deux options, sans pouvoir trancher définitivement la question. Son beau-père Agricola, à qui il a consacré un premier livre très élogieux juste avant la Germanie, Agricola donc
auraient réussi à terminer la conquête de la Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre et l'Écosse actuelles, après une campagne de plusieurs décennies, extrêmement coûteuse en hommes et en ressources. Et c'était, pour le coup, un objectif bien plus limité que la Germanie. Et puis, il y a sans doute un autre facteur dans cette indécision, bien sûr. Car en 98, la situation de l'Empire vient juste de se stabiliser. Le nouvel empereur, Trajan, règne. Mais Trajan n'est pas là. Non, Trajan est précisément sur la frontière à organiser ses légions, comme les défenses, pour faire face à la possible menace germanique, sans qu'on sache très bien quel est son plan précis. Son objectif peut être avant tout de sécuriser sa propre position à la tête de l'Empire, en prenant fermement en main son armée du Rhin. Ces préparatifs ne seraient que des étapes préalables avant de rentrer à Rome. Et ce long stationnement en Germanie n'aurait, en définitive, absolument rien à voir avec les Germains en fait. Et c'est possible. Toutes ces questions sont en suspens apparemment en 98 et Tacite, comme nous, se demande quelle est la bonne option. Pour un homme qui a su faire carrière pendant ces 20 dernières années, pour un homme qui a besoin d'envoyer un signal fort à l'empereur sur sa fidélité au nouveau régime, il faut choisir soigneusement ses propos. Bon, je te trouve un peu dur là, Xavier, avec l'opportunisme supposé de Tacite et sa faculté à retourner sa veste, toujours du bon côté, bien sûr. Si on prend un peu de recul, il y a quand même une autre option à considérer, enfin selon moi. Tacite est un moraliste. Le sens de son œuvre, c'est de faire la critique de la tyrannie et l'éloge de la sagesse philosophique tempérée. Son objectif est donc de regarder les événements comme historien pour y trouver un sens moral, une piste de réflexion sur la condition humaine pour un Romain de son temps. Pas de donner forcément une solution concrète pour la politique de défense de Rome. Donc peut-être que ce n'est pas juste la prudence de l'opportuniste qui explique le côté chafouin de Tacite. C'est peut-être simplement qu'il n'est pas consultant en affaires militaires et qu'il n'essaie pas de jouer un rôle qui n'est pas le sien. C'est possible en effet. Mais de toute façon, au-delà de la réponse pratique à apporter à la menace du Nord, il y a un problème plus large en fait, qui se pose quant à Tacite et qui est la toile de fond de tout son texte. Et le problème pourrait se résumer avec la question suivante. Mais dans le fond, c'est quoi un Germain? Oui, quel type d'homme est le Germain? Voilà la question qui travaille Tacite. Et c'est une question d'importance, car la réponse à la fameuse menace du Nord dépend sans doute de la nature même de ces hommes, des barbares aux yeux des Romains. Bien sûr, Tacite va généralement suivre la ligne officielle qui s'est imposée au fil des années, et notamment depuis l'époque de César 150 ans auparavant. Les Germains sont des hommes dangereux, des ennemis redoutables, des sauvages toujours prêts à se battre. Malgré les remarques positives qu'il fait sur leur compte, il ne laisse aucun doute sur leur potentiel de destruction. Et toute cette rhétorique sur leur caractère belliqueux justifie très concrètement les efforts militaires que Trajan est en train de déployer autour de la frontière. Donc, on peut dire qu'on est dans le propos politiquement correct de l'époque. Et comment expliquer cette dangerosité fondamentale du Germain? Pour Tacite, pas de doute. L'explication est toute bête. Les Germains ne sont pas comme nous. Ils sont différents, totalement, des barbares. Et c'est, là encore, une des clés de ces traités ethnographiques. Leur culture, leur climat, leur façon d'être, tout les sépare du monde métissé et culturellement supérieur de Rome. Supérieur selon Tacite, bien sûr. Il nous dit tout au début de son traité que les Germains seraient, selon lui, une population autochtone, nullement métissée par d'autres peuples qu'ils auraient accueillis venant d'ailleurs. Et il continue sur la même veine un peu plus loin. Personnellement, je suis de ceux qui pensent que les peuples de Germanie n'ont jamais été altérés par aucun croisement avec d'autres nations et sont demeurés une race à part, qui est pure et ne ressemble qu'à elle-même. Ainsi, cette population tout entière, et pourtant si nombreuse, présente le même type physique. Yeux d'azur au regard farouche, chevelure colorée, haute stature. Voilà, c'est clair. Ils sont différents. C'est ça la réponse de Tacite. Des grands géants roux aux yeux farouches, étranges, uniques, et pas seulement physiquement. Ils sont aussi moralement insolubles dans l'Empire romain. Les Germains sont d'une autre trempe que tous les autres peuples connus du monde romain. Amoureux de la liberté et toujours prêts à s'entretuer ou à trucider leurs voisins. Par conséquent, la vérité s'impose. On ne pourra pas les intégrer ainsi dans l'Empire. Ils sont bien trop différents, culturellement, biologiquement, moralement.
C'est un peu les Wookiees de l'Empire, en fait, quoi. Une autre nature. Franchement, on voit bien le sous-entendu qui se profile de les laisser tranquilles de l'autre côté du Rhin, du fait de leur barbarie. Non? Oui, mais ce n'est finalement pas si simple à y regarder de plus près. Pas du tout même. Parce qu'après ces considérations généralisantes sur la nature unique du peuple germain, uniforme et homogène, Tacite va passer en revue une longue liste de tribus une par une. Et là, ça devient, comment dire, confus? Oui, carrément confus. Car dès le début, ça commence mal, dirions-nous. Au chapitre 2, Tacite nous parle des Tongres, et il dit d'eux, en effet, les premiers à avoir traversé le Rhin pour en chasser les Gaulois sont dénommés Tongres de nos jours. Mais jadis, ils se seraient appelés Germains. Oh là, arrêtons-nous un instant sur cette phrase. Les premiers à avoir traversé le Rhin pour en chasser les Gaulois sont dénommés Tongres de nos jours, mais jadis, ils se seraient appelés Germains. Donc, si on résume, Tacite nous explique que l'origine même du mot germain serait une tribu germanique donc, mais qui a traversé le Rhin et s'est intégrée depuis plusieurs siècles au monde celte, puis s'est fondue dans l'Empire romain. Et c'est son nom qui serait devenu le nom générique de tous les autres peuples frères, soi-disant non assimilables, qui sont eux restés sur la rive droite. Et ce n'est franchement que le début, parce que dans au moins une douzaine d'occasions de son court traité, il va nous parler de peuples et de tribus dont le statut est pour le moins ambigu, vu le territoire qu'ils occupent, leur culture ou leur origine. Les Ubiens, les Tenctères, les Mattiaques et tant d'autres. Autant d'exemples où Tacite s'interroge sans cesse. Est-ce que ce sont des Germains venus en Gaule ou des Gaulois arrivés en Germanie? Est-ce qu'on parle de Germains assimilés par les Celtes puis devenus Romains ou des Germains devenus Romains d'abord et intégrés à l'Empire ensuite en se mélangeant aux Celtes? On a des Germains qui vivent en Gaule et des Celtes qui vivent en Germanie. C'est clair comme de l'eau de boudin. Tacite explicite une règle claire et inflexible sur l'homogénéité des Germains, leur caractère spécifique, leur peuple jamais mélangé aux autres peuples, et puis il passe une bonne partie de son récit à faire des exceptions à cette même règle qu'il vient d'énoncer. Il semble lui-même perdu dans ses propres explications. Oui. Je vois bien que c'est pas si clair que ça, finalement. C'est un peu comme les chasseurs, quoi. Il y a les bons germains et les mauvais germains. Mais au final, il y a bien des germains quand même. Il n'a pas non plus tout inventé de cette culture et de ce monde qui vit aux portes de l'Empire romain. La démonstration qu'il prétend faire d'une distinction indépassable entre les hommes vivants dans le monde romain et ceux du monde germain est quand même carrément fumeuse. Faut bien le reconnaître. Nous savons que les Romains ont su s'accommoder avec d'autres peuples très différents, que ce soit par la culture, la langue ou la religion. Alors pourquoi ce besoin de mettre une espèce de limite claire avec ce qu'ils considèrent littéralement comme la barbarie, même si cette limite est plus une construction imaginaire qu'autre chose? D'ailleurs, les historiens modernes parlent d'un proto-racisme, c'est-à-dire un racisme argumenté autour des idées généralistes et réductrices sur un peuple. On l'observe ici pour les Germains, mais il existait la même chose vis-à-vis des Parthes ou des Calédoniens, c'est clair. Tacite, là encore devant son ouvrage, doit sans doute peser le pour et le contre avant de prendre une position trop tranchée. Oui, la croyance générale de l'époque, la représentation mentale du monde pour les Romains, oblige à céder à la convention sur les Germains sont des barbares, des hommes impossibles à intégrer dans l'Empire. Et Tacite ne peut pas y échapper. Mais inversement, non seulement les faits qu'il doit établir sur la nature des tribus contredisent cette fable, mais en plus, à ce moment précis en 98, rien ne dit que le nouvel empereur ne va pas renverser la table comme César l'a fait avec les Gaulois ou Agricola avec les Bretons et se lancer dans une annexion pure et dure de la Germanie. Et commencer leur intégration dans l'Empire, comme Rome a su le faire avec les autres pays voisins au siècle précédent. D'où l'étrangeté du propos de Tacite, qu'il est carrément difficile de résumer. Les Germains sont un peuple pur et sans altération, sauf quand ils sont mélangés. Et ils ne sont pas assimilables, sauf s'ils ont été intégrés. Voilà. Le Germain est toujours un guerrier farouche, amoureux de la liberté et impossible à intégrer, sauf dans le cas contraire. Ce qui nous ramène au cœur de l'ouvrage de la Germanie. À la question de décider quelle posture adopter vis-à-vis des Germains, une posture défensive ou une posture offensive, Tacite ne va juste pas trancher. Les chapitres de la Germanie s'enchaînent sur la violence et l'agressivité des Germains et on balance entre les commentaires contradictoires.
Il passe allègrement des conseils de prudence à leur égard, au rappel des nombreuses victoires de Rome dans le passé. Il affirme l'impossibilité de les asservir, mais il souligne le danger de les laisser tranquilles. Au final, 40 chapitres pour danser autour de la question et bien malin qui peut définir sa recommandation précise. Tout simplement parce que notre sénateur va bien se garder d'en faire une. Mais après tout, c'est assez malin, non? Quelle que soit la décision future de Rome et de son empereur pour l'avenir de ce territoire, cette position contradictoire peut a posteriori justifier toute situation. Que l'empereur décide de se lancer dans la conquête de la Germanie ou de seulement renforcer la frontière, le propos de Tacite peut être pris comme un soutien de ces deux directions opposées. Décidément, tu fais de Tacite un sacré opportuniste, hein. Une espèce de petit malin rusé qui attend de voir comment le vent va tourner pour prendre position. Le fait qu'il laisse planer l'ambiguïté, consciemment ou non d'ailleurs, et qu'il laisse toutes les options ouvertes, ne veut pas forcément dire que l'homme est un arriviste, prêt à renier toutes ses convictions. Peut-être aussi faut-il accepter que ses connaissances sont lacunaires et donc manquent de précision. Et puis, arriviste ou pas, petit fonctionnaire zélé ou grand moralisateur, cela ne change rien à la qualité de son texte par ailleurs. Qu'il soit un peu fourbe ou non, cela ne veut pas dire qu'il ment sur le fond de ce qu'il décrit sur les Germains, si on fait abstraction de la soi-disant nature sauvage intrinsèque du barbare d'outre-Rhin. Soyons justes. Tacite nous livre une description exceptionnelle de ce monde. Son travail, même avec les limites compréhensibles de l'époque, est juste exceptionnel. On rêverait d'un document similaire pour les autres civilisations du 1er siècle. Évidemment, le document qui pose comme fondement une séparation fondamentale entre les hommes, liée à leur origine ethnique ou leur culture, ne tient pas la route à la lumière des progrès de la connaissance humaine. La recherche et la science ont donné tort à Tacite sur ce point, comme à tous ceux qui clament que leur culture est strictement unique et différente de toutes les autres, impénétrable à l'ADN ou à l'influence des peuples étrangers. Mais nous y reviendrons. En attendant, on ne saura jamais vraiment si Tacite a lui-même perçu l'ambiguïté de son propos, s'il était conscient de la contradiction fondamentale de ce qu'il tentait de démontrer dans son œuvre, ou pas. D'une certaine manière, il se rapproche peut-être des auteurs latins du futur, ceux qui auront vraiment à décrire les Francs vivant dans le monde romain du Bas-Empire. Ces auteurs du IVe et du Ve siècle écrivent au moment où l'intégration des soldats issus de la Germanie au sein de l'armée impériale et mélangent allègrement l'enthousiasme et le dégoût. Quand l'heure des Francs aura sonné, les auteurs latins de la fin de l'Empire d'Occident hésiteront entre deux positions. Le rejet de ceux qu'ils considèrent comme des barbares ignorants et sales, qui font tache dans leur beau monde, et en même temps, la réalisation qu'ils sont devenus désormais une partie intégrale du nouvel empire romain. Un bel exemple de schizophrénie entre amour et haine, entre acceptation et rejet, qui fait un bel écho aux troubles de Tacite et de son ouvrage. En conclusion, lorsqu'on lit la Germanie, il est un peu difficile de savoir si les Romains veulent ou non se lancer dans la colonisation d'un tel territoire. Comme si après avoir intégré toutes ces cultures et tous ces mondes, Rome faisait face à un défi particulier vis-à-vis des Germains. Tu dis que Tacite est ambigu, mais une autre hypothèse crédible serait, tu argumentes que Tacite est ambigu, mais une hypothèse crédible serait que c'est l'Empire romain qui est dans l'ambiguïté, avec les Germains qu'il méprise pour leur sauvagerie, mais en même temps qu'il redoute pour cette même sauvagerie. Peut-être que c'est simplement l'état de l'opinion à Rome qu'on lit entre ces lignes, et que cette hésitation, ce changement permanent d'attitude qui va durer plusieurs siècles, n'est pas juste le fait de Tacite l'opportuniste. Peut-être. L'année 98 est une année troublée pour l'Empire romain. Une année où non seulement la direction de l'Empire change, mais où les problèmes aux frontières, que ce soit en Germanie, sur le Danube ou sur la frontière parthe à l'Est, s'accumulent, au point où plusieurs directions sont possibles, que ce soit par la guerre ou par la paix. À ce stade, l'ambiguïté est sans doute la meilleure des stratégies. Ambiguïté sur la nature des Germains, ambiguïté sur leur puissance militaire vis-à-vis de la puissance romaine, ambiguïté sur la politique à suivre. Un homme prudent se méfierait d'apporter des réponses trop tranchées à des questions pareilles, sans savoir quelle direction exacte va prendre l'Empire et son prince. On ne sait jamais après tout. Qui connaît vraiment ce Trajan? Mieux vaut laisser un peu de flou dans les réponses aux questions qui peuvent fâcher. Et Tacite, avant d'être un sénateur, avant d'être un grand moraliste,
Avant même d'être un grand fonctionnaire, Tacite reste avant tout un homme prudent. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site www.meropodcast.fr et à bientôt pour notre prochain épisode.